Bonjour à tous, avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous remercier pour vos encouragements. J'espère que ces vidéos vous permettront de répondre à certaines de vos questions que vous posez avant d'acheter votre camping-car. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien choisir son camping-car. Vous savez que sur le marché, il existe plus d'une cinquantaine de marques de camping-car regroupées dans des grands groupes. Vous avez par exemple le groupe Trigano, qui regroupe les deux marques qu'on retrouve beaucoup sur le marché, c'est-à-dire la marque Chausson et Challenger. Vous avez aussi des groupes allemands comme les camping-cars Immer et Sunlight pour des marques plus, on va dire, basiques, premier prix, et aussi des marques italiennes comme Laika, qui maintenant fait partie du groupe Immer, et des marques françaises comme Rapido, Itineo et d'autres marques comme Autostar, Fleurette. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, comment bien choisir son véhicule par rapport à ces 4 grandes familles qu'on peut trouver sur le marché. Donc on va détailler chacune des familles. On va déjà commencer par le camping-car, on va dire, qui existe depuis des années, qu'on voit moins aujourd'hui sur nos routes, c'est la fameuse Capucine. La fameuse Capucine, on la reconnaît avec justement la casquette qu'elle a au-dessus de sa cabine. Et dans cette casquette, justement, on verra dans la deuxième partie ce que l'on y retrouve. L'avantage et l'inconvénient d'une capucine. L'avantage d'une capucine, c'est l'espace à l'intérieur. Vous avez une sensation d'espace que vous ne retrouvez dans aucun autre des véhicules. Vous avez une hauteur au-delà des 2,50 m, donc c'est souvent très lumineux, très grand. Mais par contre, qui dit une hauteur importante, dit une hauteur du véhicule au-delà des 3 mètres. Et lorsque vous êtes au-delà des 3 mètres, si vous souhaitez un jour prendre l'autoroute avec votre véhicule pour gagner du temps, pour vous rendre d'un point A à un point B, forcément vous allez passer en classe 3. C'est-à-dire qu'au niveau du tarif, ça multiplie quasiment par 2 le prix que vous auriez payé avec un véhicule. Les capucines aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Donc ce qui veut dire que les constructeurs pourtant continuent d'en commercialiser, mais sur le marché de l'occasion, on en trouve moins. Donc ça veut dire aussi que les prix sont quand même assez élevés, même pour un véhicule qui a plus de 15 ans. On retrouve certains modèles, comme mon ancien modèle, c'était une capucine de marque Adria, un Adriatic SP 660, véhicule qui a plus de 15 ans, et on le retrouve encore avec une valeur qui oscille entre 17 000, 21 000, 22 000 euros. Donc vous voyez, pour un véhicule âgé quand même, ça reste quand même un tarif élevé, mais ça reste un bon investissement pour des gens avec une famille. Ensuite, on trouve les camping-cars profilés. Profilés, en fait, on va retirer la casquette au-dessus de la cabine, la capucine, et donc on va se retrouver avec un véhicule moins haut, en dessous des 3 mètres. Qui dit en dessous des 3 mètres, on repasse maintenant en classe 2 au niveau de l'autoroute. Aussi, étant donné qu'on est moins haut, on aura une prise au vent moins importante, ce qui veut dire que, automatiquement, une consommation inférieure. Capucine, on va être à peu près entre 13, 14, 15 litres au 100. Un profilé, on peut, comme le mien, on est à peu près autour des 10 litres. C'est dur de descendre en dessous des 10 litres. Le mien doit être à 10 litres 7 au 100 en mixte, en combinant national, route, autoroute. Sachant que je respecte les vitesses, et sur autoroute, je roule à peu près environ à 110 km/h. Ensuite, on va retrouver une gamme encore différente, ce qu'on appelle le camping-car intégral. Camping-car intégral, là vous allez avoir, ça ressemble un peu à un bus. Vous voyez, vous avez les camping-cars avec les grands pare-brises, là où justement dans la cabine, vous retrouvez un lit aussi qui descend le soir. Vous abaissez donc le siège conducteur et passager, et vous avez un lit de personnes qui justement peut se mettre en place. Ces véhicules sont très aussi habitables, beaucoup de place à l'intérieur, souvent bien fini aussi, légèrement plus cher qu'un profilé ou qu'une capucine. Enfin, on retrouve maintenant de plus en plus sur nos routes, c'est ce qu'on appelle les fourgons. Donc ce sont des véhicules utilitaires aménagés, très bien aménagés, avec tout ce qu'on peut avoir besoin dans un véhicule de loisir. C'est-à-dire on retrouve le lit, les sanitaires, la cuisine, le frigo, la climatisation au niveau du porteur. Enfin, tout est vraiment étudié pour avoir la même vocation qu'un camping-car. On va dire que la seule différence, vraiment, c'est le gabarit.
Aujourd'hui, à savoir qu'il y a plus de 40% des véhicules neufs immatriculés sont des vannes, des fourgons. Alors pourquoi? Je pense, à mon avis, que c'est par rapport au gabarit. Je pense qu'aujourd'hui, les gens préfèrent peut-être avoir un véhicule plus petit, plus maniable, où on peut se garer plus facilement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive dans les villes, déjà dans les agglomérations, on a du mal à rentrer avec un camping-car, il ne faut pas l'oublier, et souvent on est obligé de stationner à l'extérieur, sur les aires qui sont justement prévues à cet effet. Le fourgon va peut-être permettre de rentrer un peu plus dans la ville, mais bon, pour moi, on perd un peu l'esprit camping-car, parce que forcément, à l'intérieur, on a moins de place, on est plus à l'étroit, donc pour un couple, ça peut peut-être aller, mais pour une famille avec des enfants, ce sera plus simple de s'orienter quand même sur un camping-car pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Ces véhicules, quel agencement? En fait, c'est surtout l'agencement intérieur, le couchage qui va justement vous permettre de choisir le bon modèle. On retrouve généralement sur les véhicules de loisirs, je vais prendre mon petit camping-car Playmobil, on retrouve souvent maintenant, grosse partie des véhicules, à l'arrière du véhicule, ce qu'on appelle le lit central. Le lit central, c'est un lit comme à la maison, où on peut passer de chaque côté, d'accord, qui est réglable en hauteur, qui permet justement d'avoir un volume de soute augmenté. Ensuite, on retrouve le lit transversal. Donc un lit transversal, en fait, c'est un lit qui se trouve dans ce sens-là. Donc on ne peut pas passer sur le côté. On est bloqué. Par contre, ça permet d'avoir un volume de soute très important. On est au-delà d'1,10 m. On peut bien sûr avoir ce volume de soute avec un lit central, mais le lit transversal, il est fixe, alors qu'un lit central, souvent, on peut le régler en hauteur. Enfin, on continue, on a maintenant souvent aussi ce qu'on appelle des lits jumeaux, c'est-à-dire deux lits, pareil, en longueur, avec un espace central où souvent on peut rajouter un coussin pour faire un grand lit sur tout le fond du camping-car. Un lit sur soute ou des lits jumeaux, c'est bien, mais on va dire qu'on perd tout le fond du camping-car. Alors qu'un lit central, ça permet d'accéder et d'avoir un espace intérieur et un volume beaucoup plus important. Ensuite, on se retrouve, bien sûr, avec notre fameuse capucine, avec le lit au-dessus de la cabine, souvent des lits pour les parents, et souvent dans les capucines ou dans d'autres véhicules, on trouve les lits superposés à l'arrière. Qui dit lit superposé à l'arrière, dit logiquement perte de place au niveau de la soute. Ensuite, dernière nouveauté qu'on trouve depuis quelques années maintenant, par rapport au camping-car profilé, c'est ce qu'on appelle les lits pavillons. Le lit pavillon, c'est un lit qui se situe à peu près au centre du véhicule et qui va descendre le soir à peu près à mi-hauteur et qui va permettre de coucher 1 à 2 personnes. Donc bien sûr, tous ces agencements, ça dépend du nombre de personnes que vous souhaitez emmener avec vous. À savoir qu'il faut bien faire attention aussi, c'est au nombre de places carte grise. Parce que souvent quand vous achetez un véhicule de loisir, vous regardez, il y a marqué 5 couchages, mais 4 places carte grise. Ou 4 couchages, mais 3 places carte grise. Donc il faut bien faire attention à ça. Ce modèle-là, donc mon véhicule actuellement, c'est un 5 places carte grise, 5 couchages. Avec des capucines, on peut monter jusqu'à 6 places carte grise, 6 couchages. Il y en a même avec des 7 couchages, mais maximum 6 places carte grise. Qui dit nombre élevé de places carte grise, attention à la charge utile du véhicule, à savoir que sur certains véhicules, on est des fois en charge utile. Donc la charge utile, c'est ce que vous pouvez charger dans votre véhicule une fois que les personnes sont dedans, les eaux remplies. Donc des fois on est à 350 kg maximum de charge. Ça va très vite. La plupart du temps, en camping-car, on est quasiment tout le temps autour des 3 tonnes 4, 3 tonnes 5, quasiment au maxi. Au niveau du porteur maintenant, les porteurs, on a un seul porteur qui, à lui seul, porte 80% des parts de marché. C'est le porteur Fiat Ducato. Ce véhicule, qui a été étudié avec un châssis spécial, c'est un véhicule qui est très fiable au niveau des camping-cars. Les mécaniques
d'origine Fiat pour les modèles un peu plus anciens sont aussi très très fiables. On retrouve le 2,8 litres JTD, le 2,3 litres JTD. C'est des moteurs très bons. À savoir, quand vous achèterez un véhicule, n'achetez pas ou évitez d'acheter un véhicule en dessous de 130 chevaux. Il y a un véhicule à 115 chevaux, mais c'est vraiment trop léger. 130, on va dire, c'est le bon compromis. Bon compromis parce que vous allez avoir suffisamment de reprises pour rouler sur la route à des vitesses normales. En montagne, bon, c'est pas non plus une voiture de course, mais ça sera suffisant. C'est le moteur passe-partout. Bien sûr, si vous avez plus de puissance, c'est beaucoup mieux. Vous aurez plus de couple, vous consommerez peut-être un peu moins. Mais on va dire que les véhicules les plus diffusés, ce sont les moteurs avec une puissance d'environ 130 chevaux. Vous retrouvez ensuite sur le marché les porteurs Ford. Porteurs Ford, on en voit moins. Ils ont eu quelques problèmes mécaniques sur certains, un peu moins fiables, on va dire, donc forcément moins diffusés. Et ensuite, on retrouve bien sûr Renault Master, Iveco, porteur Iveco et porteur Mercedes. Mais la majorité, vous trouverez du Fiat. Le moteur, on en a parlé. En conclusion, choisir un camping-car, c'est pas simple. Chaque camping-car est différent, l'agencement intérieur est différent. Moi, ce que je vous conseille avant tout, avant d'acheter, c'est le louer. Vous allez soit sur les sites de location entre particuliers, ou vous vous rendez chez un concessionnaire qui vous permettra et vous le louez pour un week-end. Vous partez avec votre famille et vous verrez si le modèle que vous avez pris en location, par exemple avec des enfants avec des superposés, vous convient, ou si vous partez sur un véhicule avec un autre agencement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions. J'espère pouvoir y répondre ou vous apporter quelques précisions si vous avez des questions par rapport à un choix pour votre prochain véhicule. Merci, à bientôt.